Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire consacré au FSE+ en France. Nous souhaitons aujourd'hui vous apporter des informations sur la stratégie et la logique d'intervention proposée par la Commission européenne pour cette nouvelle programmation. Et pour en parler, je suis avec les deux représentants des cabinets qui ont travaillé sur le sujet, Sophie Bensadoun et Sébastien Guilbert. Je vous laisse vous présenter chacun. Bonjour Sophie Bensadoun, vous êtes du cabinet Amios. Bonjour. Oui, effectivement, je suis directrice du pôle Europe au cabinet Amios. Donc, nous nous occupons sur ce pôle-là d'accompagner les autorités de gestion et de façon plus globale les gestionnaires et les opérateurs autour de la mise en œuvre, de la préparation et de l'évaluation des programmes européens et en particulier du Fonds social européen depuis 4 générations de programmes maintenant. Merci. Avec nous également Sébastien Guilbert du cabinet Edater. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, je suis directeur exécutif du cabinet Edater. On est une société de conseil spécialisée en politique publique. On fait de la conception, du suivi de mise en œuvre et de l'évaluation. Et un de nos périmètres d'expertise se situe plus spécifiquement sur les politiques et les programmes européens. Et on intervient auprès des différents parties prenantes, gestionnaires du FEDER, du FEADER, du FEAMP, mais bien évidemment du FSE en France et en Europe. Merci. Et avant de démarrer, je vais demander à Sophie un petit commentaire sur les travaux que vous avez menés sur ce FSE+. Tout à fait. Donc, on nous a confié une mission sur les perspectives du FSE+ en France. Sébastien nous expliquera les évolutions et les changements attendus sur cette nouvelle période de programmation. Pour travailler sur ces perspectives, nous avons eu à cœur de bien croiser les différents matériaux qui étaient à notre disposition et de pouvoir en faire une analyse très fine. Donc, que ce soit évidemment de l'analyse documentaire, de l'analyse contextuelle, puisque le FSE vient toujours en complément des politiques publiques auxquelles il vient s'adosser. Et donc, ça, c'était important de bien comprendre dans quelle perspective il allait se mettre en œuvre, mais aussi la parole des gestionnaires, la parole des opérateurs. Et donc, nous avons eu de nombreux entretiens, des enquêtes, etc., pour bien croiser à la fois les éléments de terrain et les éléments d'analyse. Merci Sophie, et sachez que vous retrouvez l'ensemble des travaux, toute la synthèse sur le site fse.gouv.fr. N'hésitez pas à vous y reporter. Et on commence tout de suite pour ce FSE+, avec vous Sébastien. Est-ce que vous pouvez nous présenter les fondamentaux du FSE+? Est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières? Quels sont les thèmes couverts? Éclairez-nous un peu sur ce sujet. Oui, donc par rapport à la période 2014-2020, on aura tous noté qu'il y a un petit plus qui s'est raccroché aux acronymes FSE, donc du Fonds social européen. Donc en fait, on a je dirais une version renouvelée du FSE pour la période 21-27, puisque la future programmation du FSE+ va embarquer anciennement le FSE, va également embarquer l'IEJ, donc l'initiative pour l'emploi des jeunes, mais va également embarquer le Fonds européen d'aide aux plus démunis, le programme européen pour l'emploi et l'innovation sociale et le programme de santé. Donc on a un périmètre d'intervention du FSE, plus en l'occurrence qui va être élargi par rapport à ce que l'on connaît de la programmation actuelle 2014-2020. Ça s'inscrit dans une nouvelle politique communautaire pour la période 21-27, avec un axe très clairement identifié pour une Europe plus sociale, ou une finalité, un objectif d'une Europe plus sociale. Et donc, c'est bien dans cette dynamique, dans cette perspective, dans ce cadre stratégique communautaire que le FSE plus devra être mobilisé en France pour la période 21-27. Sachant que au moment de l'élaboration de la stratégie communautaire pour 21-27, il y a d'ores et déjà des besoins d'investissement prioritaires ou hautement prioritaires qui ont été identifiés pour la France et qui vont de fait constituer aussi les thématiques prioritaires ou les thématiques dans lesquelles vont devoir s'inscrire la préparation des programmes sur 21-27. C'est notamment l'accès à l'emploi,
l'économie sociale et la modernisation du public à l'emploi, du service public à l'emploi, c'est l'éducation et la formation tout au long de la vie, et c'est également l'inclusion sociale. Donc 3 thèmes qui vont être des facteurs et des orientateurs de la stratégie 21-27 pour le FSE plus en France. Pour construire la stratégie d'intervention, la Commission européenne a construit un menu, donc il y a 11 objectifs spécifiques qui ont été identifiés, qui se raccrochent à des natures, des typologies d'intervention différentes et qui vont permettre de couvrir l'ensemble des thématiques possibles de soutien du FSE. Et c'est à travers ces 11 objectifs spécifiques que les autorités de gestion vont devoir construire leur futur programme d'intervention FSE+, 21-27. Et donc, c'est bien l'exercice dans lequel nous, on s'est inscrit, c'est au regard de ces 11 objectifs spécifiques, quels sont les besoins, les enjeux de la France sur ces 11 thématiques et quelles peuvent être les natures d'opérations qui pourraient être financées sur la période 21-27 avec du FSE+. Voilà. Donc, c'est bien dans ce cadre-là qu'on inscrit notre travail et le travail qu'on vous présente aujourd'hui. Pour la suite de la présentation, on a souhaité, pour éviter de dérouler les 11 objectifs spécifiques, les regrouper dans 4 grands items. Donc, un premier item autour de l'emploi, un deuxième item autour de l'éducation, un troisième item autour des compétences et de la formation tout au long de la vie, et enfin un dernier item sur l'inclusion. Et dans chacun de ces items, on va développer les fameux 11 objectifs spécifiques qui font partie du menu communautaire. Merci Sébastien. Une précision encore, Sophie, sur la manière et les choix que vous avez effectués dans vos travaux. Oui, il est important de préciser que les travaux, donc vous pourrez découvrir plus en globalité, on a fait des choix, c'est-à-dire que certaines sous-thématiques pourraient être dans l'un ou dans l'autre des objectifs stratégiques, et donc il a fallu arbitrer. Et donc dans le rapport que nous vous présentons, il y a eu des arbitrages qui ont été opérés pour que l'on trouve une certaine cohérence, une certaine pertinence au sein même de chacun des objectifs stratégiques. Mais évidemment, ces choix, ces arbitrages pourraient se discuter à certains égards. Merci Sophie. Alors, pour chaque objectif stratégique, nous allons avoir à chaque fois un retour sur les principaux enseignements de la programmation précédente, une partie qui détaillera les grands enjeux et enfin les typologies d'actions qui pourraient être financées. Et je vous propose tout de suite de commencer sur le chapitre emploi. Le premier objectif stratégique de ce chapitre, c'est l'accès à l'emploi des jeunes, l'économie sociale et solidaire et l'emploi indépendant. Tout de suite, un retour rapide sur les principaux enseignements de la précédente programmation sur ce thème. Sophie, on voit que les jeunes ont une place importante dans cet objectif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors sur cet objectif-là, nous sommes en pleine continuité avec ce qui a été fait en 2014-2020. Or, on voit bien toute l'importance et la nécessité d'accompagner les jeunes dans l'accès à l'emploi et dans l'emploi. Donc, la Commission a souhaité que cet accent soit poursuivi et voire amplifié à certains égards et qu'il y ait une concentration thématique et des crédits autour de ce public particulier. Les derniers mois nous ont montré que nous allons certainement connaître une crise économique et des éléments de fragilité qui vont notamment toucher le public jeune. Donc, il est important de pouvoir continuer de soutenir cette thématique-là. Si l'on prend les enseignements que vous avez pu voir, il faut une conception large à la fois du public jeune en tant que tel, et on entend bien donc les moins de 30 ans, mais aussi une acceptation large des actions que l'on peut conduire auprès de ce public, qui va du repérage des publics et de comment on les implique, comment on les amène vers les différents dispositifs, jusqu'à un suivi au moment où ils ont trouvé un emploi, au moment où ils sont entrés dans une formation et qu'on puisse les suivre. Donc, c'est vraiment une continuité
une chaîne de l'amont à l'aval pour pouvoir accompagner ce public spécifique. Et alors, qu'est-ce qu'il en est pour l'économie sociale et solidaire ? Alors, pour l'économie sociale et solidaire, qui est un des secteurs qui avait beaucoup évolué ces dernières années, même si ça s'est un petit peu tari sur la fin de la programmation 14-20, il est important d'avoir un double appui, si je puis dire. À la fois un appui sur l'écosystème et donc plutôt au niveau national, avoir un outillage, avoir vraiment un appui à la structuration de ce secteur et de continuer de soutenir plutôt des opérations locales, des opérations plus petites, mais bien d'avoir ce mix entre les deux pour pouvoir continuer de soutenir le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, l'objectif stratégique parle aussi de création d'activités. Oui, tout à fait, parce que la création d'activités fait partie des leviers pour l'emploi. Et donc, il est important que le FSE, aux côtés des politiques d'appui à la création d'activités, puisse venir soutenir cette thématique, notamment pour les publics les plus fragiles, puisque aujourd'hui, la création d'activités n'est pas réservée à un type de public, mais concerne bien je dirais, tous les niveaux de qualification, tous les âges. Et donc, il est important de pouvoir soutenir les différents publics qui vont créer de l'activité, de les encourager aussi à avoir une création qui puisse être pérenne et qui puisse permettre de déboucher sur la création d'emplois pour eux-mêmes et pour d'autres, pourquoi pas. Donc là, l'enjeu est vraiment de poursuivre ce soutien à la création. C'est un réseau qui est plutôt bien structuré, voire très bien structuré. Et donc là, on va continuer d'appuyer tant sur la formation des créateurs que sur l'appui à la construction de leurs projets et au déploiement de leurs projets tout au long de la vie de ces projets de création. Merci Sophie. Cette fois-ci, je me tourne vers Sébastien pour aborder le deuxième objectif stratégique qui concerne la modernisation du marché du travail. Et pour commencer, on regarde tout de suite les principaux enseignements de la programmation précédente. Alors Sébastien, il semble qu'il y ait eu peu de mobilisation sur cet objectif. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la prochaine programmation ? Effectivement, c'est une thématique qui a mobilisé assez peu de FSE sur la programmation actuelle. Pas tant parce qu'il n'y avait pas d'intérêt ou de pertinence, mais on a peut-être manqué de lisibilité au niveau des capacités ou des possibilités d'intervention du FSE sur cette thématique. Donc, il y a forcément un intérêt à le renforcer pour accompagner ce sujet de la modernisation. Là-dessus, et en lien avec la crise sanitaire que l'on a vécue ou que l'on vit encore, il va y avoir des impacts économiques et sociaux importants. Et il nous semble essentiel de pouvoir maintenir des activités et des actions de formation et d'accompagnement, notamment des conseillers du service public pour l'emploi, pour répondre aussi aux besoins et peut-être au volume de besoins qui vont être importants suite à la crise sanitaire et aux conséquences économiques que l'on connaît. Donc ça, c'est un élément important de maintien des actions de formation et d'accompagnement des conseillers. Par ailleurs, ce qui nous semble aussi important, et c'est un des enseignements qu'on retire de la programmation 14-20, c'est qu'il y a peut-être besoin d'anticiper un petit peu plus les enjeux, les besoins des employeurs, de mieux connaître ou s'approprier leurs pratiques de recrutement et à ce titre faciliter le placement en emploi des personnes les plus éloignées. Donc là aussi, il y a certainement des actions ou des opérations qui pourraient être soutenues sur le développement d'une offre spécifique de services aux employeurs, que ce soit privé ou public, qu'on puisse également travailler les outils d'accompagnement vis-à-vis des employeurs privés et publics. Et puis, il y a peut-être aussi à imaginer un peu d'innovation
autour de cette thématique. Donc, trouver des espaces pour expérimenter des nouvelles typologies d'actions de médiation entre demandeurs d'emploi et employeurs, des nouvelles pratiques, des nouveaux outils qui faciliteraient l'accompagnement et le placement en emploi. Donc, voilà, un sujet qui se retrouve, qui préexistait sur la période 14-20 et qui va continuer sur 21-27 avec des orientations peut-être de renforcement et d'innovation sur des actions de modernisation du marché du travail. Merci Sébastien, on a entendu plusieurs fois le mot innovation, on y reviendra un petit peu plus tard, mais ça a de quoi être intéressant pour savoir ce qu'on va pouvoir inventer comme nouveaux outils. On arrive sur l'objectif 3 de ce chapitre emploi. Il concerne l'égalité professionnelle et le vieillissement actif et je vous propose tout de suite de voir les enseignements issus de la précédente programmation. Alors Sébastien, on continue avec vous pour cet objectif. Qu'est-ce que vous avez pu identifier de spécifique ? Alors, effectivement, l'égalité professionnelle, le vieillissement actif font partie, je dirais, des thèmes importants ou qui rentrent complètement dans la philosophie du Fonds social européen. Pour autant, ce qu'on constate, c'est qu'on a eu un manque d'ingénierie de projet. Donc, il y a certainement une ingénierie de projet à renforcer pour faire émerger plus de projets sur ces deux thèmes, aussi bien égalité professionnelle que vieillissement actif. On sent que ce sont deux thèmes qui se sont ancrés. Voilà, il y a une vraie prise de conscience sur les enjeux qui tournent autour de ces deux thématiques, mais on a peut-être un maillon de la chaîne, à savoir l'employeur, qui n'est peut-être pas à ce jour suffisamment sensibilisé, suffisamment impliqué dans la mise en œuvre ou dans l'identification de projets qui doivent répondre à ces deux finalités. Donc c'est pour ça qu'on a imaginé, parce que l'enjeu reste de mise pour la prochaine programmation, les enjeux autour de ces deux sujets restent de mise, on a imaginé des actions qui permettraient par exemple de soutenir des négociations d'accords dans les entreprises pour justement renforcer l'égalité professionnelle. On a imaginé des formations à destination des dirigeants pour travailler égalité professionnelle, vieillissement actif. Donc des opérations qui doivent aider à la sensibilisation et à l'émergence de projets côté employeur pour traiter ces deux approches. Donc voilà un peu comment on imagine ou les quelques propositions là que j'exemplarise pour 21-27 pour traiter ces deux aspects. Merci Sébastien pour ces éléments d'information. Alors après l'emploi, nous attaquons notre deuxième grand chapitre qui concerne l'éducation. Et dans ce chapitre, nous abordons tout de suite l'objectif stratégique numéro 4 qui concerne les systèmes d'éducation, la formation et l'orientation. Et comme auparavant, je vous propose de voir les principaux enseignements qu'on a tirés de la précédente programmation. Je me tourne vers vous, Sophie, pour nous expliquer ce que vous avez identifié sur l'objectif numéro 4. Expliquez-nous les enjeux principaux sur ce sujet. Alors, l'OS4 fait partie des thématiques nouvelles, ou en tout cas renforcées, dont parlait Sébastien au tout début. Si l'orientation était bien présente sous un angle plutôt orientation professionnelle sur la période de programmation 2014-2020, il s'agit là de pouvoir travailler vraiment sur les systèmes à la fois de formation professionnelle, mais aussi sur les systèmes d'enseignement. Et donc là, on touche un public beaucoup plus large que celui que l'on visait sur 14-20. Je m'explique, aujourd'hui, on a des modes d'apprentissage et des modes d'enseignement qui évoluent énormément. Et donc, il est important de pouvoir les prendre en compte et de travailler sur cette ingénierie pédagogique et cette ingénierie d'apprentissage sous des formes très diverses, en considérant que cela va tant de l'éducation au moment de l'enseignement
je dirais, dès l'enseignement primaire, secondaire, etc., jusqu'à de l'enseignement professionnel, des formations professionnelles adultes, et de couvrir l'ensemble de la chaîne. Donc l'enjeu, il est à plusieurs niveaux. D'abord, il est toujours de continuer de travailler sur la communication et l'information liée au métier et aux environnements professionnels de façon générale, tant vis-à-vis des jeunes que de leurs familles, que des adultes et de leur entourage. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le second enjeu, c'est de renouveler pleinement l'offre de services et d'enseignement. On l'a vu, encore une fois, ces derniers mois, combien l'enseignement à distance était particulier et nécessitait des compétences spécifiques. Donc là, il est important que l'on puisse renouveler et développer cette offre numérique, que ce soit encore une fois vis-à-vis des plus jeunes ou des adultes, et d'ainsi offrir des choix et des modalités les plus diversifiées possibles. Et puis, troisième enjeu, c'est de poursuivre la professionnalisation des acteurs de l'enseignement et de la formation. Donc là, on touche clairement à la formation des enseignants ou bien des formateurs. On touche à des échanges de bonnes pratiques et on touche à des communautés apprenantes. De la même façon que l'on disait pour les OS précédents qu'il faut impliquer les employeurs, là, il ressort de cet OS qu'il est important de mobiliser, d'une part, le tissu économique, pour que l'enseignement et la formation soient très en lien avec les environnements professionnels que découvriront plus tard les personnes formées. Et puis de l'autre, que ce monde de l'enseignement et de la formation soit très connecté au monde de la recherche, puisqu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de travaux de recherche qui sont conduits sur ces nouvelles modalités d'enseignement et ces nouvelles modalités d'apprentissage. Donc là, on a un champ, je dirais, très nouveau et très ouvert pour le FSE, qui permet vraiment de se mettre au service des autres OS qui sont plus traditionnels ou plus classiques au sens du FSE, j'entends. Merci Sophie pour ces précisions. On est toujours dans le même chapitre de l'éducation avec le 5e objectif stratégique qui concerne l'égalité d'accès à la formation et la formation initiale. On va attaquer ça avec vous, Sébastien, mais avant tout, on regarde les enseignements de la programmation précédente. Sébastien, si j'ai bien compris, dans cet objectif, on est à nouveau sur des opérations destinées à accompagner les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, donc sur cette thématique, on va être. C'était déjà une thématique qui préexistait sur la période en cours, 2014-2020. Ce qu'on a noté au titre du bilan, c'est que on avait eu une assez faible mobilisation du FSE sur la lutte contre le décrochage scolaire. Que l'enseignement, l'accompagnement à l'intégration de l'enseignement supérieur avait été aussi assez limité et que la mobilisation du FSE en faveur de l'apprentissage avait connu quelques perturbations en fin de programmation suite aux modifications d'encadrement et de politique publique liées à cette thématique. Pour autant, c'est des enjeux qui restent importants. Si on veut répondre aux objectifs de la commission d'accompagnement des jeunes, ça fait partie des thématiques sur lesquelles on doit intervenir de manière importante. On doit pouvoir, et on l'a déjà exprimé à plusieurs reprises, mettre en place des actions un peu de l'amont à l'aval, donc du repérage, de la prévention jusqu'à des éléments plus curatifs. Donc ça, c'est un enjeu, l'amont à l'aval. Peut-être aussi avoir des actions pour viser plus spécifiquement des publics plus fragiles, donc avoir des actions peut-être plus spécialisées, mieux ciblées. On a des enjeux aussi autour de la sensibilisation et de la formation du corps enseignant. Sophie l'évoquait dans l'objectif précédent. Donc là aussi, on a cette dimension et aussi le renforcement du lien avec le monde professionnel. Donc toujours pareil, comment on assure un espèce de continuum entre les opérations et puis derrière le retour à la vie professionnelle et l'intégration
l'intégration dans le monde du travail. Donc là, on a effectivement, en lien avec ce qui s'est fait sur 14-20 et avec les orientations stratégiques 21-27, imaginer un certain nombre de typologies d'opérations qui notamment travaillent l'accès, la valorisation, le développement de l'alternance. Ça, c'est un point qui nous semble important pour répondre à l'accès à la formation et la sécurisation dans la formation. Donc, travailler aussi bien l'offre que les publics et l'intégration et le repérage des publics. Travailler également des actions de raccrochage ou de remédiation scolaire. Donc plutôt le volet curatif, ça n'empêche pas de travailler contre le décrochage scolaire, mais il faut aussi faire le raccrochage. Travailler sur des actions de mobilité en études aussi, qui peuvent permettre de sécuriser les jeunes dans ces parcours. Voilà, donc voilà différents exemples d'opérations, de typologies d'opérations qui ont été identifiées pour répondre à cette thématique sur 21-27. Merci beaucoup, Sébastien. On attaque un nouveau chapitre de notre webinaire, les compétences et la formation tout au long de la vie. Sophie, est-ce que vous pouvez nous parler de cet objectif qui est forcément, on l'imagine, en lien avec les objectifs dont on a parlé précédemment, puisqu'on parlait déjà de formation, et il semble que ces thématiques soient depuis toujours présentes dans le FSE. Racontez-nous les enjeux principaux. L'ES6 est effectivement un des grands enjeux pour la période 2021-2027. Il concentre à la fois la formation continue des chômeurs, et nous l'avons vu sur 2014-2020, c'est un élément essentiel de mobilisation du FSE. Il concentre également la formation des actifs occupés, et notamment des salariés, mais aussi des salariés licenciés économiques. Et nous y avons ajouté la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l'anticipation des mutations économiques, qui, à notre sens, est complètement liée à cette anticipation et cette gestion des compétences, que ce soit au niveau territorial ou au niveau sectoriel. Donc, cet objectif stratégique est évidemment central, j'allais dire, ou en tout cas très important pour le futur FSE+. Il est en phase avec aujourd'hui le besoin de renouvellement, de renforcement, d'adaptation des compétences, quel que soit le statut des publics sur le marché du travail. Il est également en lien très fort avec les appétences des individus. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un développement des compétences si on ne s'appuie pas non plus sur les appétences des personnes. Donc, il est très important que cet objectif stratégique-là prenne en compte ces deux dimensions. Les besoins des entreprises et des employeurs de façon générale, les besoins, ou en tout cas les compétences disponibles sur le marché du travail, mais dans un milieu, dans un environnement qui a du sens et qui correspond aux attentes, aux envies, aux appétences des personnes. Et on peut imaginer que la crise que nous traversons actuellement, crise sanitaire et maintenant crise économique, va encore mettre l'accent sur cet objectif. Est-ce que le FSE+ peut aider à s'en sortir un peu mieux ? Nous l'espérons en tout cas. Effectivement, les dernières prévisions qui sont remontées suite à la crise sanitaire montrent que les besoins risquent d'être très importants, ou en tout cas au-delà de ce qu'on avait imaginé avant cette crise. Et qu'au moins sur la première partie de 2021-2027, il y ait des besoins particulièrement importants. Encore une fois, que ce soit pour les demandeurs d'emploi, qui risquent d'être plus nombreux, que pour les salariés qui auront besoin de réadapter, de réajuster leurs compétences par rapport à des évolutions. Alors, il y a des évolutions qui étaient prévues avant la crise. On parle bien sûr de transition écologique, on parle bien sûr de transition numérique qui existe depuis plusieurs années, mais cette adaptation des compétences risque d'être encore plus forte suite à la crise et au besoin vraiment de s'adapter aux évolutions du marché. Je dirais que tout ça nous amène à plusieurs enjeux. Il est évident que lorsque j'exprime tous ces besoins-là,
ils sont en lien avec les environnements socio-économiques. Donc, il faut qu'il y ait une adaptation au territoire et aux besoins d'un territoire, aux stratégies locales de développement économique, aux besoins des entreprises. Donc là, on voit bien que il faut que les répartitions territoriales ne soient pas nécessairement les mêmes, voire au contraire qu'elles soient très ajustées par rapport aux besoins locaux. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, le deuxième élément, et qui nous vient directement des enseignements 14-20, c'est que il faut poursuivre absolument tout ce qui concerne le soutien aux compétences clés, dont les compétences numériques notamment, mais pas que. Aujourd'hui, on voit bien que les personnes qui ne maîtrisent pas ce socle de compétences clés ont plus de difficultés sur le marché du travail. Et le rôle du FSE, c'est bien de pouvoir aider ces personnes les plus fragiles ou les plus vulnérables. Et donc, il est important que le FSE continue de se concentrer sur ces publics prioritaires, que ce soit encore une fois, quel que soit encore une fois le statut de ces personnes. On peut peut-être également citer quelques actions nouvelles, puisque vous l'aurez compris, on est sur un OS qui est en continuité avec ce qui s'est fait sur 2014-2020, avec certainement un renforcement. On peut y glisser quand même quelques types d'actions nouvelles, notamment pour aller repérer et pour pouvoir capter certains publics que nous avons du mal à engager sur certains dispositifs. Je pense par exemple aux seniors, qui sont un des publics prioritaires, mais que l'on a beaucoup de mal à capter, que ce soit pour la formation des actifs occupés ou que ce soit pour la formation des demandeurs d'emploi. Donc là, il est important de pouvoir faire des focales, des zooms sur ces publics, comme nous avons pu le faire par exemple sur les jeunes sur 2014-2020. Il y a également d'autres types d'actions nouvelles que nous pourrions imaginer, avec notamment un accompagnement renforcé sur la construction des parcours de formation, puisqu'aujourd'hui, le FSE se concentre davantage sur la mise en œuvre des formations, et là, on serait davantage sur l'accompagnement des parcours amont des individus qui s'inscrivent donc dans ces parcours de formation. Merci Sophie pour ces précisions. On attaque tout de suite le 4e et dernier chapitre de notre webinaire, l'inclusion. Et pour commencer, on attaque avec l'objectif stratégique numéro 7, l'inclusion active, dont nous allons voir tout de suite les principaux enseignements issus de la programmation précédente. Sophie, il s'agit d'un objectif très important pour le FSE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, alors l'inclusion est effectivement un thème central pour le Fonds social européen, et ça depuis très longtemps, depuis le début de la création de ce fonds. Il prend une importance encore renforcée, d'une part parce qu'il s'inscrit dans une volonté à la fois communautaire et nationale de lutte contre la pauvreté et d'accompagnement des personnes les plus vulnérables, mais aussi parce que, là encore, la crise risque d'accroître le nombre de personnes concernées en France par ces problématiques. Aujourd'hui, on voit bien que nous sommes arrivés à un niveau de maturité, j'allais dire, du système d'acteurs important, puisque aujourd'hui, on a des acteurs qui sont de plus en plus coordonnés, qui offrent un accompagnement de plus en plus global pour accompagner les publics. Et il est important que le FSE+ s'inscrive bien dans cette dynamique où l'on aura un accompagnement de parcours, un accompagnement global qui permettra aux individus d'avoir ce que l'on appelle des parcours sans couture, qui iront vraiment de bout en bout pour les accompagner jusque dans l'emploi, voire même après l'emploi. On est également dans une vision de l'entreprise dite inclusive, où vraiment le parcours d'inclusion ne se fait pas sans
l'environnement professionnel et sans les entreprises qui seront les futurs employeurs de ces personnes. Donc, il est important que le monde de l'insertion, le monde de l'inclusion ne soit pas cloisonné, ne soit pas différencié du monde professionnel et du monde et du tissu actif et du tissu économique local. Pardon. Donc là, on retrouve, par rapport aux enseignements de la programmation actuelle, plusieurs types d'enjeux. D'abord, cette notion de consolidation de l'accompagnement tel qu'il a été conduit et renforcé tout au long de la programmation 2014-2020. Il est important, comme nous avons déjà pu le dire, de ne pas considérer que les freins professionnels, mais de bien prendre en compte les freins professionnels et les freins dits périphériques, qui aujourd'hui sont complètement intégrés dans cette démarche de parcours. C'est aussi un moment important pour renouveler les méthodes d'accompagnement. À titre d'exemple, à titre illustratif, aujourd'hui, on a des accompagnements qui sont très individualisés. Et donc, ça, c'est très bien puisqu'on sait que chaque individu a des problématiques spécifiques et particulières. Néanmoins, les expérimentations de méthodes en collectif ont montré tout leur intérêt. Et donc, il est important de pouvoir mixer des approches à la fois individuelles et collectives. Et donc, ça, le FSE peut permettre de renforcer ce type d'accompagnement un petit peu nouveau et permettre d'aller un cran plus loin. Deuxième enjeu, et ça, je le disais à l'instant, c'est celui de renforcer le lien avec le monde économique. Aujourd'hui, l'inclusion ne peut pas se faire sans les entreprises. Et donc, il est vraiment important que le FSE soit un des vecteurs pour alimenter et permettre un meilleur lien avec les entreprises. Enfin, le troisième enjeu, c'est de poursuivre la coordination des acteurs au niveau territorial pour ne pas qu'il y ait, je dirais, de choses qui soient redondantes ou qui viennent un petit peu sur les plates-bandes des unes des autres, mais bien offrir un service coordonné, un service le meilleur possible à chacune des personnes qui en a besoin pour pouvoir les accompagner vers l'emploi. Donc ces trois enjeux sont des enjeux renforcés par rapport à ce qu'on a pu voir sur 14-20 et devraient, je dirais, donner encore plus de sens à l'inclusion demain. Merci Sophie, mais alors quel type d'action on peut imaginer sur cette thématique ? Alors évidemment, il va y avoir des actions d'accompagnement encore renforcées par rapport à ce que l'on connaît, avec vraiment un continuum d'actions pour l'accès à l'emploi. Il pourrait y avoir également des actions de repérage là aussi des publics. On l'a prononcé à plusieurs reprises dans les différents OS, mais c'est important de pouvoir préparer les publics aux différents dispositifs qu'on leur propose et de construire des parcours d'accompagnement et des parcours d'inclusion. Donc cette notion-là, elle est très importante. Revient également la question de l'insertion par l'activité économique, qui est un sujet important dans la thématique de l'inclusion. Et puis évidemment, comme je vous le disais, avec le lien au monde économique, il est important qu'il y ait des actions à destination de ce monde économique. Donc que ce soit avec des référents liés aux entreprises, que ce soit avec des démarches proactives vis-à-vis des entreprises d'un territoire, il est important de pouvoir intégrer ça dans les futurs programmes FSE+. Merci Sophie. Autre objectif de ce chapitre, toujours avec vous Sophie, le 8e, il s'agit de l'intégration des ressortissants des pays tiers avec quelques enseignements de la précédente programmation. Alors Sophie, quels sont les enjeux principaux sur ce thème ? Alors, cet objectif stratégique est nouveau en tant que tel pour la période 2021-2027, tout simplement parce que c'est un nouveau public qui est proposé par la Commission européenne. Alors, dans les faits, il était déjà présent à certains niveaux puisqu'il était intégré dans des actions de droit commun pour tout public confondu. Là, l'un des enjeux, c'est de mettre un accent particulier sur les besoins spécifiques que peuvent rencontrer ces publics. Donc là, on peut y trouver des choses comme de la formation aux langues étrangères, on peut y trouver des actions de construction, là aussi, des parcours professionnels quand ces personnes arrivent en France et de les intégrer, de bien les prendre en compte avec leur dimension
et leurs besoins spécifiques dans les actions, notamment celles de l'inclusion et de l'OS 7. Est-ce que vous pouvez détailler quelques exemples d'actions qu'on peut imaginer dans le cadre de cette prochaine programmation ? Là, il s'agirait vraiment d'avoir des accompagnements de parcours, d'avoir des actions vraiment en lien, par exemple, avec de l'immersion en entreprise, pour bien connaître là aussi les environnements professionnels du territoire où ces personnes sont. Donc voilà, on va retrouver des choses que l'on voit ailleurs et dans d'autres objectifs stratégiques, mais avec un angle particulier pour ce public. Merci Sophie. Le 9e objectif stratégique, protection sociale et services de santé. Il s'agit de nouvelles thématiques, donc pas encore d'enseignement sur la précédente programmation, ça paraît logique. Sébastien, est-ce que vous pouvez nous détailler les principaux enjeux pour ces nouveaux thèmes ? Oui, donc on voit apparaître ce sujet parce que je rappelais dans les propos introductifs qu'on avait le plus qui s'était raccroché au FSE, notamment parce qu'on a eu le programme de santé qui rentre dans le périmètre d'intervention de ce FSE+. L'idée, c'est de pouvoir répondre tant aux besoins de la population, dans la réponse aux besoins de la population, mais également dans l'accessibilité de cette offre de santé à la population. Donc on touche bien, je dirais, deux thèmes. Comment répondre mieux aux besoins de la population et comment pallier à des enjeux d'accessibilité, notamment dans certains territoires. On pense aux territoires ruraux, on pense aux RUP pour lesquels cette thématique est plus fortement mise en exergue, ou en tout cas ces enjeux plus fortement mis en exergue. Et on voit très clairement depuis le démarrage de nos travaux que la crise sanitaire liée au Covid-19 a renforcé l'expression de besoins autour de cette thématique, et donc l'expression de besoins autour du renforcement de l'organisation et de l'innovation du secteur de santé, et puis du renforcement du besoin d'accéder plus facilement à une offre de santé. Donc ça, c'est des enjeux qui ont été très clairement identifiés, qui pourraient être demain couverts par l'intervention du FSE+. Donc là, on imagine des actions de type appui aux structures de proximité, soutien au développement d'actions de promotion de la santé, développement de l'offre de proximité, mise en place de formations sanitaires sur un certain nombre de personnes qui accompagnent ou qui interviennent dans les territoires. Et puis, ce que nos travaux ont fait ressortir également, c'est que la santé pouvait constituer un frein important de retour à l'emploi, et que à ce jour, il était peu ou mal identifié et peu et mal adressé. Voilà. Donc on avait une difficulté dans un parcours d'accompagnement à l'emploi de personnes, d'identifier des problématiques santé et d'y apporter des réponses opérationnelles. Donc là, à travers cet objectif spécifique 9, on pourrait aussi retrouver ou financer des actions de levée des freins à la santé pour faciliter l'accès à l'emploi, à la formation, travailler des actions de coordination entre des référents de parcours, donc des gens qui sont dans l'insertion et qui font de l'accompagnement de personnes, et puis des professionnels de santé. Donc arriver à mixer et à faire un croisement entre ces deux univers de professionnels. Donc voilà différentes thématiques qui pourraient être financées par le FSE+ sur 21-27, sachant qu'effectivement cette thématique est revenue très fortement sur les devants liés à la crise sanitaire que la France, l'Europe et le monde a traversé. Merci Sébastien. Et toujours avec vous, nous passons au 10e objectif de ce grand chapitre inclusion, l'intégration sociale des plus démunis. Alors, pas d'enseignement non plus pour cet objectif puisqu'il est nouveau, mais parlez-nous de cette thématique qui est nouvelle. Sébastien, qu'est-ce qu'on peut imaginer ?
Ouais. Alors, c'est vrai qu'on a un objectif stratégique nouveau exprimé en tant que tel, comme ça, je dirais, dans le menu proposé par la Commission. Pour autant, le FSE intervient déjà sur cette thématique, hein, puisque là, on parle des personnes les plus exposées à la précarité, qui sont fortement, je dirais, exposées à des risques de pauvreté. Et on voit qu'on fait le bilan qu'on a présenté dans le webinaire, notamment sur le volet insertion, on a accompagné des personnes qui présentaient des caractéristiques ou des expositions importantes à la pauvreté. Donc, on est certes sur un nouvel objectif, mais on est quand même dans une continuité d'intervention par rapport à 14-20. Là, l'enjeu, c'est peut-être de mieux identifier ces personnes, d'arriver à ce qu'on appelle les invisibles, donc les personnes qui sortent de tous les radars, qui ne sont pas accompagnées par tel ou tel dispositif, qu'on n'arrive pas à capter, qu'on n'arrive pas à remettre dans des parcours d'accompagnement. Donc là, il y a certainement un enjeu à travailler, à identifier, à accompagner ces invisibles. On a un frein aussi marqué sur l'accès au logement. Voilà, qui est fortement exacerbé quand on a des personnes plus fortement exposées à la précarité et à la pauvreté. Donc là aussi, on a certainement des actions à imaginer pour faciliter ou pour répondre aux enjeux d'accès au logement, parce qu'on sait que l'accès au logement, derrière, est un effet levier pour réintégrer et permettre une réinsertion sociale et professionnelle. Donc là, l'idée, à travers les typologies d'actions qu'on a imaginées, c'est pas tant d'en faire des nouvelles, mais plutôt de compléter ce qui préexistait, soit sur des types de personnes, ou soit sur des types d'interventions, ou toujours dans des logiques de continuum d'intervention. Donc là, on retrouve voilà, de l'ingénierie et des actions en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. On retrouve des actions de réseau d'entraide, de remobilisation, de socialisation, de lutte contre le sans-abrisme. Voilà, donc c'est des actions qu'on menait déjà un petit peu, mais qu'il faut pouvoir exacerber et démultiplier pour répondre à cet objectif. Merci Sébastien. Dernier objectif spécifique, le 11e, il s'agit de la lutte contre les privations matérielles, avec quelques enseignements issus de la précédente programmation. Sébastien, si j'ai bien compris, ce thème existe, mais il est jusqu'à maintenant financé par un fonds spécifique. Expliquez-nous. Oui, effectivement, je reviens sur le petit plus qui a été raccroché à l'acronyme FSE. Donc, ce petit plus renvoie au fait que le Fonds européen d'aide aux plus démunis a été raccroché au FSE+. Et donc, derrière le Fonds européen d'aide aux plus démunis, il y a tout ce qui est l'aide alimentaire qui est couverte par ce fonds. Donc, on devrait avoir une logique de continuité entre le FEAD et le FSE+, pour soutenir ce dispositif, sachant que ce dispositif repose en France sur le réseau associatif et les 4 organisations partenaires intégrées, donc la Fédération française des banques alimentaires, le Secours populaire français, les Restos du Cœur et la Croix-Rouge française, donc qui sont les opérateurs de l'aide alimentaire. Donc, je dirais qu'il n'y a pas forcément de nouvelles typologies d'intervention. Hein. C'est une fusion du FEA dans le FSE+, donc logique de continuité. Par contre, ce qu'on pressent, c'est que les éléments de contexte, hein, et on y revient régulièrement, de la crise sanitaire, économique et donc sociale, pourraient, je dirais, accroître les besoins sur l'aide alimentaire. Donc, voilà, c'est un point d'attention que l'on a relevé dans notre recommandation pour continuer d'accompagner ce type d'intervention et de dispositif.
Merci Sébastien pour ces précisions. Nous avons fait le tour de l'ensemble des 11 objectifs spécifiques prévus par la Commission européenne dans le cadre de ce FSE+. Et avant de passer à vos préconisations, il y a un thème sur lequel la Commission européenne souhaite mettre un accent fort. Il s'agit de l'innovation sociale. Sophie, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors l'innovation sociale était déjà présente sur la période actuelle 2014-2020 de façon très transversale et adossée à chaque axe prioritaire. Là, la Commission européenne, pour la période 2021-2027, souhaite, comme vous l'avez dit, mettre un accent particulier sur l'innovation sociale et les expérimentations sociales et demande à chaque État membre de prévoir un axe, enfin une priorité spécifique sur l'innovation sociale dans un maximum de 5% total des crédits FSE+, et avec des taux de cofinancement du FSE+, beaucoup plus importants que la grande majorité des autres priorités du FSE+. Donc là, l'idée est de venir soutenir ces innovations sociales, soutenir ces expérimentations, c'est-à-dire d'essaimer des choses qui ont été expérimentées à un certain moment sur un certain lieu ou sur un certain territoire pour pouvoir répondre à des besoins sociaux non couverts ou bien pas suffisamment couverts ou mal couverts. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'amplifié et qui va nécessiter, pour pouvoir soutenir de façon forte ces innovations et expérimentations sociales, un angle un petit peu différent. Puisque à partir du moment où on dit innovation, à partir du moment où on dit expérimentation, les projets ne ressemblent pas, je dirais, au gros des actions qui sont soutenues par le FSE et demain par le FSE+. Donc les enjeux, c'est vraiment de soutenir l'émergence de ces projets, de soutenir leur mise en œuvre par des dispositifs un petit peu particuliers, aux contours différents de ce qui peut être mené dans les autres objectifs spécifiques et pour lesquels on va mettre, en tout cas c'est l'enjeu que nous avons fait ressortir, des modalités à la fois de mise en œuvre, des modalités de suivi, des modalités d'évaluation différentes des autres types de projets. Il nous semble également important, pour favoriser ces innovations sociales et ces expérimentations sociales, d'aller sur des projets qui sont conduits, qui sont portés, pilotés par plusieurs types d'acteurs. Aujourd'hui, on voit bien dans des outils qui sont autres que ceux du FSE, lorsque l'on parle d'innovation sociale, il y a souvent des consortiums derrière qui vont mixer tout un tas d'acteurs différents du milieu associatif, du milieu économique, du milieu académique. Et donc, il est important que le FSE puisse aussi soutenir ce type de consortium, ce type de projet un petit peu multipartenariaux, un petit peu multiformes ou pluriformes pour répondre à ces besoins différents ou, encore une fois, non couverts. Il s'agit aussi de privilégier des appels à projets pour pouvoir cibler très spécifiquement ce que l'on souhaite atteindre, les changements que l'on souhaite engager, et donc pouvoir, encore une fois, encourager les acteurs, les accompagner, parce que ça nécessite vraiment de l'accompagnement pour le montage de projets, de l'accompagnement pour le suivi et l'évaluation des projets, et pourquoi pas pour la réorientation des projets en cours de route. Dans le FSE, on a l'habitude d'avoir des projets qui émettent des souhaits de résultats et de réalisation et qui visent un certain nombre d'impacts. Lorsqu'on est dans l'innovation, évidemment, on est sur des résultats qui sont plus mouvants, sur une atteinte des objectifs initiaux qui peut ne pas être pleine et entière. Et donc, il est important de pouvoir accompagner ces porteurs de projets un peu différents des autres sur la thématique de l'innovation sociale. Donc on entend des nouvelles façons de faire, c'est un sujet assez passionnant. Et vous avez commencé à aborder finalement les préconisations que vous réalisez pour ce FSE+. On va continuer dans ce sens avec vous, Sébastien. Quelles sont vos recommandations pour le FSE+, et cette nouvelle programmation pour que ça se passe dans des conditions optimales? Il y a notamment la question de la lisibilité de ce FSE+. Oui, tout à fait. Alors, peut-être avant de rentrer dans le détail de nos recommandations, vous donner quelques éléments de préliminaires de cadrage.
les recommandations, elles s'inscrivent aussi dans un contexte de préparation de la programmation du FSE+, qui est en forte évolution. Et notamment en forte évolution avec la crise économique que l'on traverse et que l'on va traverser suite à la crise sanitaire du Covid. Il y a eu un plan de relance au niveau européen qui a été acté et qui devrait amener à déployer des moyens supplémentaires relativement importants dans chaque État membre pour couvrir et pour soutenir la relance économique et, je dirais, amortir, entre guillemets, les impacts sociaux de cette crise. Donc, on pourrait avoir je dirais, des financements supplémentaires, en tout cas voilà, pour les États membres, pour accompagner les différentes thématiques raccrochées au FSE+. Donc ça, c'est un premier élément. Et donc, du coup, il faut arriver à mettre en cohérence les interventions que l'on envisage au titre du FSE+, avec effectivement les stratégies et les plans de relance qui sont en train de se mettre au niveau communautaire et dans les États membres. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, peut-être pour vous dire que ce sont nos recommandations, donc ce sont les recommandations des deux cabinets de conseil qui ont travaillé sur cette étude, et c'est aussi notre regard porté sur plusieurs générations de programmation du FSE en France, qui nous permettent aussi d'émettre des suggestions, émettre des propositions pour avoir une programmation optimale, optimisée, efficiente, performante pour 21-27. Donc si je reviens sur le premier sujet de recommandation, effectivement sur la lisibilité du FSE+ en France, il nous semble important qu'il y ait des lignes de partage claires entre les différents programmes et entre les différentes priorités d'un même programme. Je m'explique. On a vu qu'on a un menu tourné autour de 11 objectifs spécifiques. C'est à travers ces 11 objectifs spécifiques que les autorités de gestion vont devoir rédiger et construire leur programme d'intervention. On va avoir deux grandes catégories de programmes. Un programme national sous pilotage et gestion de l'État, et puis des programmes régionaux sous construction et pilotage des conseils régionaux. Donc pour nous, c'est important que les lignes de partage soient claires entre ces programmes, donc les programmes nationaux et les programmes régionaux, qui est une bonne articulation, une bonne complémentarité. On a évoqué à un certain nombre de reprises des logiques de continuum d'intervention, et donc il faut que ce continuum on le retrouve et il s'illustre dans la complémentarité des différents programmes et entre les axes ou priorités d'un même programme. On a vu que les zones, les périmètres d'intervention n'étaient pas si étanches que ça quand on parle d'insertion, quand on parle d'intégration des plus démunis, quand on parle de formation. Donc il faut qu'on arrive à décloisonner dans la mesure du possible les interventions du FSE+, pour rendre le plus effectif et le plus opérationnel possible cette logique de continuum d'action. Voilà. Donc comment on construit des programmes, comment on donne une visibilité à l'intervention du FSE+, qui permet de traiter et d'adresser de l'amont à l'aval un ensemble de besoins et une continuité de besoins des personnes. Donc ça, c'est un élément important qu'il faut pouvoir avoir en tête et qu'il faut intégrer pour la construction de la future programmation. Ensuite, et on l'a vu aussi dans le bilan et on est revenu à plusieurs reprises au cours des deux webinaires, il y a un enjeu à avoir une cohérence maximale entre l'intervention du FSE et les politiques publiques autour de l'emploi, de la formation et de l'insertion. Qui veut dire maximiser l'intervention du FSE parce qu'il va venir au service et il va venir conforter des politiques nationales ou régionales. Donc il faut éviter qu'on ait dans la mesure du possible des décalages entre la stratégie
et la logique d'intervention du FSE, et puis des politiques publiques nationales ou régionales en matière d'emploi et de formation. Et on a vu que sur cette programmation, il y a eu un certain nombre de réformes, il y a eu un certain nombre d'abondements financiers qui ont pu perturber la programmation du FSE parce qu'on n'avait pas toujours cette cohérence interne entre les politiques publiques et l'intervention du FSE. Donc ça, c'est aussi pour nous une question de lisibilité de l'intervention du FSE par rapport aux politiques publiques de l'emploi, de la formation, de l'insertion au niveau national et au niveau régional. Et vous avez d'autres préconisations sur la partie expérimentation aussi, de se dire il faut continuer à pouvoir expérimenter dans ce FSE+. Oui, tout à fait. Donc, en lien avec ce qu'évoquait Sophie sur le volet innovation, il y a effectivement donné une visibilité, une lisibilité à de l'expérimentation, à de l'innovation qui montre et qui démontre son intérêt et qui fait ses preuves en termes d'impact et de résultats pour que ce soit diffusé, pour que ce soit transféré et déployé à plus grande échelle. Donc là aussi, on a un enjeu de lisibilité de ce type de dispositif. Et puis, dernier point sur cette question de visibilité, on a aussi un enjeu autour de la communication liée à la programmation du FSE en France. Il y a besoin de construire, chemin faisant et en continu, la photographie, le bilan de ce à quoi contribue le FSE en France, quels résultats et quel impact il génère, et que cette photographie et ce bilan-là en continu, ils soient partagés avec l'ensemble des parties prenantes. Ce qui permet aussi d'adapter, de réorienter peut-être les interventions aussi chemin faisant du FSE pour coller au mieux aux besoins et aux enjeux actuels et du moment du territoire. Dernier point sur ce premier bloc de recommandations, c'est la place du FSE en tant qu'outil financier, outil de cofinancement. Donc là, sur ce bloc-là, il nous semble important de pouvoir positionner clairement le FSE+ sur des thématiques sur lesquelles l'effet levier est maximisé. On a vu qu'un certain nombre d'opérations ou de politiques embarquaient assez peu ou des volumes minoritaires de FSE. Donc forcément, ça réinterroge l'efficience ou l'efficacité de l'intervention. Donc ça, c'est un point important. C'est important aussi pour nous de trouver un équilibre entre le soutien à des dispositifs de grande ampleur qui permettent de toucher un nombre de publics important, qui permettent de sécuriser aussi la programmation et les engagements financiers, mais tout en laissant la place à des dispositifs plus marginaux, plus expérimentaux, plus innovants. On l'a vu tout à l'heure, la place de l'innovation. Donc, il faut aussi laisser une place dans la programmation à ce type d'intervention. Merci Sébastien. Je me tourne vers Sophie pour la suite de vos préconisations, cette fois-ci dans le domaine de la mise en œuvre. Oui, alors c'est effectivement l'autre bloc, je dirais, de recommandations de nos deux cabinets, puisque la mise en œuvre est quelque chose qui relève du rôle d'autorité de gestion, donc qui est propre à chacun des programmes opérationnels. Néanmoins, le bilan et les enseignements de 2014-2020 nous montrent qu'il est important d'avoir une cohérence, d'avoir une force de frappe, si je puis dire, au niveau global du FSE+, en France. Et donc, il est important, et ce d'autant plus que le FSE+, va toucher des thématiques nouvelles et donc potentiellement aussi des opérateurs nouveaux, d'avoir une animation très forte des programmes, que ce soit à l'échelle d'un programme en tant que tel, mais aussi que ce soit à l'échelle d'une région, tout programme confondu, et que ce soit à l'échelle nationale, tout programme confondu également. L'animation tout au long de ces programmes est extrêmement importante puisqu'elle va favoriser une bonne compréhension des changements attendus. Elle va aussi pouvoir s'appuyer sur les réalisations et les résultats tout au long de la période de programmation et donc de pouvoir réorienter ce qui est déjà fait actuellement, mais de renforcer cette partie-là et de pouvoir accompagner les porteurs de projets vers ces changements attendus. Certains territoires nécessitent un accompagnement renforcé des porteurs de projets pour pouvoir les aider à aller sur des opérations sur lesquelles ils ne sont pas habitués d'aller et sur lesquelles ils ont besoin de réfléchir avec d'autres, de créer des partenariats, de, pourquoi pas, se positionner sur l'innovation.
Donc, on voit bien toute l'importance de cette animation du FSE+, en France. J'allais dire au même titre que la gestion, parce que c'est vrai que souvent, la gestion prend le pas sur l'animation, alors même que l'on voit bien que c'est une brique tout à fait essentielle. Cela va de pair également avec la clarification des rôles de chacun. C'est vrai que le FSE est vu comme un monde un peu à part, un monde un peu, j'allais dire presque fermé. Et donc, pour les nouveaux porteurs de projets qui vont arriver, pour que tout soit bien, je dirais, lisible, hein, Sébastien en parlait, il est important que le rôle de chacun soit bien clair, soit bien explicite, et que chacun, quand on est porteur de projet, quand on est gestionnaire, on sache exactement vers qui se tourner pour bien comprendre les choses. Il est également important, et ça c'est un enseignement de 2014, mais aussi des générations précédentes des programmes FSE, d'avoir une norme qui ne soit pas interprétée par chacun, mais bien comprise de la même façon par l'ensemble des gestionnaires. Donc ça nécessite des échanges très réguliers. Alors ce qui se fait, mais de façon plus ou moins formelle et plus ou moins régulière. Donc là, c'est vraiment comment on institue des échanges de pratiques, des échanges de compréhension des éléments liés au FSE+, pour que ce soit bien homogène et que ce soit bien quelque chose d'extrêmement fluide entre tous les gestionnaires et du coup derrière que ce soit fluide pour l'ensemble des porteurs de projets. Enfin, dernier élément sur cette partie-là, c'est la question de l'ingénierie des projets. On l'a cité à plusieurs reprises lorsque l'on parlait des objectifs spécifiques. On voit bien qu'une nouvelle typologie d'action possible pour le FSE+, c'est l'appui à l'ingénierie de projet. En fait, jusqu'à aujourd'hui, le FSE était plutôt concentré sur le financement des actions en tant que telles. Et donc, l'ingénierie de ces projets était financée par ailleurs par d'autres modes de financement. Là, on voit l'importance de pouvoir également soutenir cette partie-là des projets par le FSE pour en faire quelque chose de global. C'est quelque chose qu'on a essayé de montrer dans les différents objectifs spécifiques. Hein. Cette prise en compte sans couture, cette prise en compte pluripartenariale, elle est importante et donc le FSE doit venir soutenir ces éléments-là. Et concernant le suivi et l'évaluation, quelles sont vos préconisations, Sophie? Alors, si on regarde l'évolution du suivi et de l'évaluation du FSE, elle a été croissante. Et je ne peux que m'en ravir, évidemment. Aujourd'hui, on est en capacité d'avoir des données de suivi fines sur l'ensemble des participants, qui nous ont d'ailleurs permis de faire le bilan du FSE en France, tout programme confondu. Donc, on voit bien l'importance d'avoir quelque chose de continu, quelque chose de fiable, et d'avoir des évaluations qui viennent nourrir la réflexion, qui viennent nourrir bien sûr le bilan, mais qui viennent aussi réorienter les programmes en cours de période de programmation, et qui viennent enrichir vraiment les éléments. Ce que l'on constate, c'est que si ce suivi et cette évaluation sont bien présentes au niveau de l'ensemble des autorités de gestion des programmes et même de façon globale chez tous les gestionnaires, elle n'est pas toujours partagée, elle n'est pas toujours connue de tous. Et donc là, notre préconisation, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur tous les résultats de ce suivi et de ces évaluations en continu, et là aussi de façon globale, tout programme confondu, pour en avoir une vision, je dirais, transversale et une vision vraiment complète du FSE+ en France, pour là aussi nourrir les décisions, nourrir les orientations et réorientations des différents programmes, et nourrir les échanges entre les différentes parties prenantes du FSE+. Merci Sophie, et merci à vous deux pour toutes ces explications autour de ce futur FSE+, et des enjeux autour des 11 objectifs spécifiques. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet www.fse.gouv.fr. N'hésitez pas à vous y reporter, et je vous remercie pour votre attention.